Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Baumann et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur Instant Cactus, le podcast qui donne la parole à des individus inspirants, au parcours remarquable. Leur point commun ? Ils ont su croire en eux afin de prendre leur envol et mettre en scène leurs passions, talents, convictions et potentiel. Au-delà d'une simple valorisation de ces vécus passionnants, Instant Cactus se veut aussi une exploration des réflexions et questionnements qui ont jalonné leur chemin. En espérant que leurs parcours et leurs mots vous insufflent l'envie de prendre votre envol, je vous souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, je reçois Victoria Sardin, coach et consultante dans le domaine du bien-être. Victoria organise également des événements, comme des retraites à l'étranger, ainsi que les brunch clubs, une parenthèse pleine d'inspiration pour nourrir le corps et l'esprit. Victoria partage actuellement son temps entre Lausanne et Berlin. C'est donc à distance que nous enregistrons cet épisode. Hello Victoria! Hello! Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet épisode. Je suis vraiment ravie de pouvoir t'interviewer. Ça me fait trop plaisir. Est-ce que tu peux, pour commencer, te présenter et nous dire un peu quels sont tes domaines d'activité ? Oui, donc je m'appelle Victoria Sardin, je suis consultante et coach dans le domaine du bien-être. Donc mes domaines d'activité sont assez variés, je dirais. Donc j'ai le côté consulting, un peu de ce que je fais. Et dans ce milieu-là, je travaille avec les entreprises pour le développement de produits et de services bien-être. Donc, par exemple, j'ai eu travaillé avec des milieux, dans le milieu hospitalier, avec des industries ou avec des lieux hospitaliers pour développer des services de bien-être, par exemple des retraites ou des packages pour soit des clients, soit les employés, etc. Et aussi dans le développement de produits, par exemple, développer un nouveau produit qui soit vraiment bien-être. Et je fais vraiment de A à Z, donc le développement de quel sera le produit, quel est un peu l'objectif, dans quel marché est-ce qu'on veut vendre le produit, quelle sera la stratégie marketing, vente, les logistiques, etc. Donc ça, c'est dans le côté consulting. Je fais aussi du coaching. Donc là, je suis en train de faire ma certification pour être life coach. Donc ça, je vais lancer bientôt. Mais je suis aussi personal trainer, je suis prof de yoga, j'ai aussi donné des cours collectifs de sport, de spinning, de HIIT, etc. Et un autre domaine d'activité, c'est aussi les événements. Donc, je fais des retraites pour l'instant toujours à l'étranger et des événements qu'on va en parler un peu plus tard, je crois aussi, mais c'est les événements qui s'appellent le brunch club. Je fais ces événements peut-être une fois tous les mois ou tous les 2 mois. Et le dernier milieu d'activité, c'est mon blog et mon site web. Donc, c'est là où je fais vraiment des collaborations avec des marques que j'aime bien. Je fais partage de contenu gratuit. Mon objectif avec tout ce qui est blog et mon site web, c'est vraiment d'être aussi honnête que possible, être très authentique. Et c'est là où je peux vraiment créer une communauté où après, avec cette communauté, je retrouve des clients qui viennent après à mes retraites, à mes événements, pour mes séances de coaching, etc. Merci beaucoup pour cette introduction. Je suis vraiment bluffée. Tu fais vraiment plein de choses. Tu as plein de cordes à ton arc. Tu es clairement multifacette. Moi qui croyais faire plein de choses de mon côté, tu me bats clairement à plat de couture. Du coup, pour planter le décor pour celles et ceux qui nous écoutent, après tes études à l'école hôtelière de Lausanne, tu es tout de suite devenue freelance. Et je me demandais ce qui avait motivé un petit peu cette décision. Est-ce que c'était la liberté de choix, de temps, de structure ou un autre facteur ? J'étais pas sûre d'aller freelance à 100% dès que j'allais finir l'école. C'était pas nécessairement planifié. J'avais toujours réfléchi en fait que c'était quelque chose qui pourrait bien me convenir, juste avec un peu ma personnalité en général. J'ai toujours aimé un peu avoir des projets où je travaille un peu seule. J'ai jamais eu vraiment de problème de discipline pour travailler seule. Et c'est quelque chose que ceux qui vont freelance, c'est un peu toujours la difficulté. Savoir la discipline, et ça c'est quelque chose que j'ai pas vraiment eu de souci. Du coup je me disais c'est quelque chose qui pourrait bien me convenir. Et aussi je faisais mes études à l'école hôtelière et il y a vraiment un grand esprit d'entrepreneuriat et c'est quelque chose qui m'a aussi un peu inspirée. Et donc je crois que c'est une combinaison de plusieurs choses. En plus je suis allée faire un stage, mon deuxième stage à l'école hôtelière. Je suis allée le faire dans une start-up en Australie.
Et puis là-bas aussi, c'était vraiment une petite start-up, on était 20 et puis le fondateur du start-up, c'était vraiment genre entrepreneur et ça m'a aussi un peu inspirée. Du coup, c'est quelque chose qui me trottait un peu dans la tête, mais j'avais toujours cette idée qu'avant de pouvoir lancer en tant que freelance ou comment commencer ton propre truc, il faut déjà avoir l'expérience dans le corporate en tant qu'employé. Donc à la base, je m'étais dit, ouais, ce serait génial de pouvoir me lancer tout de suite, mais faut être un peu réaliste. Il faudrait mieux que j'ai d'expérience en tant qu'employé avant. Et après, une fois que j'ai eu mon expérience, je pourrais me lancer toute seule. Et en fait, une fois que j'ai fini l'école hôtelière, je m'étais dit que j'allais prendre une année pour vraiment réfléchir et pas me dépêcher à faire quelque chose avec lequel je n'étais pas sûre à 100%. Je voulais vraiment prendre le temps. Du coup, j'ai décidé que j'allais prendre une année pour vraiment que donner des cours. Donc, j'avais des cours de yoga, de HIIT, de fitness collectif, quoi. Et du coup, j'avais un peu fait mon calcul. Il fallait que je donne X nombre de cours pour pouvoir m'en sortir financièrement. Je me suis dit, ouais, ça pourrait le faire pendant une année. J'ai décidé que j'allais faire ça et en fait, le propriétaire du studio, il savait que je venais juste de finir l'école hôtelière et il m'a demandé si je serais partante de faire leur marketing 2 jours par semaine. Et pour ce poste-là, il faudrait que je sois inscrite en tant qu'indépendante. Du coup, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Et puisque je me lançais déjà en tant qu'indépendante et que j'allais faire un peu tous les papiers, la logistique, etc., je me suis dit, bon, tant qu'à faire, il faudrait peut-être que je trouve d'autres clients. Donc, c'est un peu ça qui m'a menée à me lancer tout de suite. Ce n'était pas nécessairement prévu, mais une chose a mené à une autre, et puis voilà. Hyper cool, merci. Hein, c'est quand même, ça demande quand même beaucoup de courage. Je suis vraiment admirative parce que, voilà, je pense que l'image de freelance, elle est clairement souvent idéalisée, mais elle est aussi associée à des risques, et des risques notamment financiers. Donc ça demande quand même pas mal d'audace de se lancer et de se dire allez, on y va, je tente le coup et on verra bien ce que ça donne. Du coup, peut-être pour creuser un petit peu cet aspect, comment est-ce que tu t'es lancée concrètement en tant qu'indépendante ? Enfin, comment ça s'est passé ? Quelles ont été un peu les étapes de ton développement ? Comment est-ce que tu as construit ton activité, etc. En fait, tout ce qui était site web et un peu les réseaux et tout ça, je suis un peu chanceuse du côté, je l'avais déjà. J'avais déjà commencé mon blog pendant que j'étais à l'université, j'avais déjà mon site web, j'avais déjà plus ou moins de prêts. Donc, c'est plutôt que j'avais pas vraiment l'intention de faire toute la démarche logistique, financière, légale, etc. Le moment où j'avais déjà une offre pour un job qui serait payé à 2 jours par semaine fixe, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Après, ce qu'il faut savoir, c'est aussi quand tu te lances en tant qu'indépendant en Suisse, il faut avoir un minimum de 3 clients. Donc, j'avais ce client-là à faire 2 jours par semaine. J'avais un autre que j'ai pris contact par hasard comme ça avec un ancien de l'EHL qui commençait une nouvelle start-up qui m'a demandé si je voulais aider un jour par semaine. Et j'ai commencé à aussi en même temps donner des séances de personal training. Donc tout ça s'est construit de manière assez organique au fond. Ouais. Et par contre, les brunch clubs et les retraites, tes retraites à l'étranger, c'est venu dans un deuxième temps. Enfin, c'est venu un petit peu plus tard, c'est juste ? C'est venu plus tard, voilà. La première année, c'était vraiment un peu commencer cette démarche, avoir quelques clients et voir si c'est en fait quelque chose que je veux faire ou pas. Tu évoquais avant le fait de trouver des clients. Et je regardais encore ce matin, tu as un peu plus de 6000 followers sur Instagram, donc c'est quand même une jolie visibilité, enfin une jolie notoriété. Et justement, je me demandais un petit peu comment tu faisais pour te faire connaître et comment est-ce que tu trouves des clients. Est-ce que c'est surtout du bouche à oreille et Instagram, comme tu l'as mentionné avant, ou est-ce que tu investis aussi dans d'autres canaux ? Honnêtement, pour l'instant, j'ai que utilisé Instagram et mon site web. Donc, je suis assez contente parce que je crois que j'ai une communauté, même qu'elle ne soit pas énorme, c'est quand même une communauté qui est vraiment engagée. Et j'ai souvent des gens qui viennent régulièrement à tous mes événements, qui viennent ensuite à mes retraites.
Donc, j'ai vraiment réussi à avoir un peu une communauté où, voilà, ils sont assez engagés, puis je crois qu'ils me font confiance. Donc, c'est pour ça que le côté un peu blog et créer ma communauté, pour moi, c'est hyper, hyper important. C'est que les gens puissent me faire confiance et qu'ils sachent que ce que je présente en ligne, c'est vraiment, c'est honnête, c'est authentique. Ils savent aussi quoi s'attendre. S'ils veulent venir à une de mes retraites, ils savent déjà comment je suis, quel genre de services j'offre, etc. Donc, j'utilise vraiment que Instagram et mon site web, même pour lancer mes retraites, même pour lancer mes événements. Après, c'est sûr que les collaborations aident toujours, mais ce que j'aime aussi, c'est vraiment collaborer avec d'autres blogueurs à travers Instagram, etc. aussi, qui ont un peu les mêmes intérêts que moi, où on s'entend bien. Et c'est aussi une manière de rencontrer les gens, en fait. J'ai beaucoup d'amis que j'ai rencontrés à travers Instagram, ce qui est incroyable aussi. Oui, on va dire que c'est l'un des avantages de la plateforme, au moins ça. C'est ça. Pour la prochaine question, je voulais parler avec toi d'organisation, parce qu'on l'a vu avant, tu es multifacette, tes journées, j'imagine, doivent être bien remplies. Et on l'a dit avant, l'image de freelance est souvent associée, bien sûr, à des risques, mais aussi à un certain idéal. On a l'impression des fois que cette image de freelance, elle est presque fantasmée, parce qu'on s'imagine, ah super, je n'aurai plus de boss sur le dos, personne ne va me parler de délai, personne ne va me mettre la pression, j'aurai pas d'horaire fixe, etc. Donc voilà, il y a une sorte d'idéal, il y a une sorte de fantasme. Et voilà, je me demandais un petit peu comment c'était pour toi. Est-ce que tu en tires réellement une meilleure qualité de vie ? Et comment est-ce que tu t'organises concrètement au quotidien ? Est-ce que tu as des routines ou d'autres méthodes, d'autres tactiques pour gérer ton quotidien ? Alors, moi, j'adore, honnêtement, mais je crois que ça dépend de la personne et le plus important, c'est de se connaître et de savoir s'il y a personne qui va te forcer à te réveiller le matin et commencer à bosser ou développer des projets, est-ce que tu le feras? Donc, c'est vraiment se connaître, se poser des questions pour vraiment savoir. Après, moi, j'ai jamais trop eu de soucis dans ce côté-là. J'ai toujours aimé un peu les études et même, j'ai toujours préféré un peu faire des projets seule ou étudier toute seule parce que j'ai jamais vraiment eu ce problème de discipline. Donc, après, c'est sûr que je suis pas parfaite de ce côté-là, mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup la routine et qui aime énormément la structure. Donc, comme tu as dit, c'est sûr que d'un côté, c'est bizarre parce que on dirait que quelqu'un qui aime beaucoup la routine et la structure, faudrait pas qu'il soit freelance parce que c'est un peu beaucoup de haut et de bas et ça bouge un peu dans tous les sens. Mais j'aime beaucoup être maître de moi-même et créer mon propre horaire. Donc, puisque c'est vrai que la vie de freelance en soi, il y a beaucoup de hauts et de bas et voilà, c'est pas structuré, c'est pas une ligne droite. Je compense avec une structure assez rigide que j'impose sur moi-même. Donc, je parle souvent aussi, c'est un peu l'équilibre c'est l'équilibre entre l'ordre et le désordre. Et je peux toujours un peu sentir, si tout d'un coup je commence à me sentir, je sais pas, peut-être je suis un peu ennuyée ou j'ai envie de quelque chose de nouveau, c'est parce que je suis trop dans le côté de l'ordre. Et j'ai besoin un peu de stimulation, peut-être un nouveau projet, peut-être un challenge pour me sortir de ma zone de confort et me mettre un peu dans le côté du désordre. Mais quand je suis trop sur le côté du désordre, là, il faut vraiment que je me recadre et que je me crée cette structure. Donc, je suis par exemple hyper rigide avec ma structure matinale. La première heure de ma journée, elle est exactement pareille tous les jours. Et disons, genre la dernière demi-heure de ma journée, elle est exactement pareille tous les jours aussi. Et je me réveille à la même heure, je me couche à la même heure. Et puis, je suis assez rigide et structurée de ce côté-là. Donc, je crois que c'est vraiment aussi se connaître. Il y en a qui aiment vraiment pas la structure du tout. Ils aiment vraiment que ça change et que ça soit hyper varié. Et ces gens-là peuvent être hyper contents aussi dans la vie de freelance, mais d'une manière différente. Clairement, tu as raison. Je pense que c'est une question de personnalité. Et je reviens sur ce que tu as dit avant par rapport à la motivation. Ça m'a fait penser à cette vidéo, ce TED Talks de Simon Sinek sur le why, donc sur les pourquoi. Oui, Pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qui nous anime. Et je pense que clairement, si on connaît son pourquoi, c'est la raison pour laquelle on va se lever le matin, la raison pour laquelle on va travailler tard, longtemps et peut-être faire certains sacrifices. Et je pense que si tu connais
ton pourquoi, si tu as une mission qui est vraiment claire et que tu es très aligné avec tes objectifs, c'est au final ton moteur de tous les jours. Et je pense que c'est le cas pour toi. Tu as trouvé ton pourquoi et tu sais vers où tu vas. Exactement. Je crois que c'est hyper important en fait de se rappeler le pourquoi, parce que je sais que, j'imagine que la plupart des gens qui se lancent dans le milieu du freelance, c'est souvent parce qu'ils sont vraiment passionnés pour quelque chose et ils ont vraiment ce why qui est hyper clair, mais il faut se le rappeler. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'ai des séances que j'appelle les CEO Day. Et puis, tous les mois, je m'assois, je prends une demi-journée vraiment à me recadrer, à me dire, OK, quelle est ma mission et quelle est ma vision à long terme? Quels sont vraiment mes objectifs? Quel est l'impact que je veux avoir sur le monde, à la vie? Et je pense vraiment un peu dans ces questions un peu vagues et très, très, très long terme, juste pour me recadrer et me dire, OK, alors si ça, c'est ma vision à très long terme, qu'est-ce que je peux faire ce mois-ci ou aujourd'hui ou cette minute-là ou dans la prochaine heure pour prendre un petit pas vers cet objectif-là? Et c'est vraiment ça aussi qui m'aide et qui me rappelle que, comme tu as dit, les longues journées, les longues heures de travail qui ne sont pas nécessairement cadrées, c'est pas à 17 heures qu'on a fini, qu'on rentre chez soi, c'est vraiment un job qui, voilà, ça prend la tête et c'est un temps, c'est un job vraiment à plein, plein, plein temps. Mais en même temps, ce que j'adore, c'est que je peux être aussi un peu plus flexible du côté aussi, je ne me sens pas bien, un jour, je peux dormir un peu plus longtemps parce que c'est moi qui choisis mon horaire. Ou si, par exemple, cette semaine, j'étais vraiment fatiguée et je me suis dit, tu sais quoi, après que j'ai fini un peu ma routine matinale, je vais aller marcher dehors et prendre l'air pendant 1 heure parce que ça va vraiment me faire du bien. C'est ça qui va me réveiller et après qui va me motiver à retourner au boulot après. Donc, j'adore que moi, je peux être, exactement comme j'ai dit, être maître de mon horaire et que voilà, je peux un peu aussi m'écouter et savoir ce que j'ai besoin. Ouais, c'est vraiment top. Du coup, tu peux vraiment adapter à ton rythme. Bon, au final, c'est aussi plus intelligent parce que si tu travailles pendant que tu es fatigué, clairement, c'est pas un moment optimal. Donc, tu vas peut-être y passer des heures pour au final produire un résultat qui va être de qualité moindre ou en tout cas pas satisfaisante à tes yeux. Alors qu'au final, si tu prends le temps de le faire à un moment où tu te sens bien, tu te sens en forme, tu as l'énergie, tu as l'intellect qui suit, tu vas être beaucoup plus efficace et produire des choses de qualité. Ouais, c'est exactement ça. C'est super intéressant ce CEO Day. En fait, c'est un peu comme un business plan, mais appliqué à toi-même avec ta mission, ta vision et tes Ouais, objectifs. c'est ça. Je rigole toujours en disant qu'en fait, un business plan ou un plan un peu de vie ou de soi ou de développement personnel, en fait, c'est tout un peu la même chose, quoi. C'est tout assez relié. C'est avoir un objectif, avoir une vision, avoir une raison d'être ou une raison de travailler et faire un petit pas tous les jours, quoi, dans la bonne direction. Je fais une petite parenthèse ici sur le confinement, puisqu'on enregistre cet épisode au milieu du mois de mai, donc on est encore dans une période un petit peu étrange. Et justement, je voulais savoir comment ça s'était passé cette période pour toi, comment est-ce que tu avais adapté tes activités, sachant aussi que maintenant tu vis à Berlin, est-ce que ça a changé quelque chose? Donc là, je me suis installée un peu à mi-temps à Berlin, donc je suis installée entre Berlin et Lausanne, puisque la plupart de mon travail, en fait, peut être fait en ligne. Donc mes clients sont basés en Suisse, mais je travaille vraiment en ligne la plupart du temps. Du coup, être en confinement ou être à Berlin ou être en Suisse ou quoi que ce soit, en fait, ça change pas énormément. Mais bon, ce qui a changé, c'est un peu les contrats. Donc, j'avais un mandat pour 2 jours et demi par semaine et c'était pour développer un nouveau produit pour un client. Et puisque c'est une institution hôtelière, eux, ils sont fermés. Du coup, le projet a été un peu mis au ralenti. Du coup, pour eux, maintenant, je fais seulement 1 jour par semaine. Donc, c'est sûr que ça a un peu réduit mon travail. Après, heureusement que j'ai un peu plusieurs voies, donc j'ai pu me lancer un peu plus dans les événements en ligne. C'est sûr que j'ai dû annuler une retraite qui était supposée arriver on était supposé être au Portugal la semaine dernière pour une retraite et du coup cette retraite-là a été poussée pour 2021
Mais j'avais une autre retraite au mois de septembre qui a aussi été annulée. Donc, c'est sûr que ça a perturbé un peu les choses. Mais, mais heureusement, avec le travail que je fais, j'ai beaucoup de projets qui courent en permanence et ça me laisse un peu la chance et l'opportunité de me concentrer sur d'autres projets. Donc voilà, c'est plutôt, disons, changement de voie ou changement de priorité pour l'instant, plutôt que vraiment, voilà, ça n'a pas impacté du moment où je peux pas travailler ou quoi que ce soit. Je reviens un petit peu à la multitude de tes activités. On l'a dit avant, tu es multifacette. Tu exerces dans le domaine du coaching et des événements, le tout sous le thème ombrelle du wellness. Et quand j'ai fait un petit peu des recherches en lisant sur ton blog, en consultant Instagram, je me suis fait la réflexion que tu avais pris la décision de diversifier tes sources de revenus et donc potentiellement de mieux rebondir lorsqu'on a des périodes compliquées comme celle qu'on vit actuellement du coronavirus. Par contre, je me demandais si ça avait été une décision business consciente dans la construction de ton concept, ou si au contraire c'était venu un petit peu au fur et à mesure, de manière spontanée, au gré de tes envies, de tes projets, de tes ambitions, peut-être aussi d'opportunités. Je dirais que c'est drôle parce qu'en fait, j'ai jamais vu ça exactement comme tu viens de le dire. C'est vrai que ça aide énormément d'avoir cette diversification de mes points de revenus. Par contre, pour moi, c'est plutôt, je me suis toujours, en fait, je me suis toujours fait la réflexion que je devrais avoir moins de variété dans mon domaine, en fait. Et je devrais vraiment me concentrer sur une chose. Donc, je ne sais pas si tu as, bon, tous ceux qui ont déjà peut-être lu des livres de business, etc., une des leçons qui revient tout le temps, c'est il faut trouver sa niche. Et il faut vraiment avoir un client particulier et faire une chose bien et pas essayer de tout faire parce qu'après on fait mal. Et en fait, c'est ce que j'ai toujours trouvé difficile, c'est que j'ai beaucoup de centres d'intérêt en fait. Et oui, c'est tout un peu sur le thème du wellness, mais j'ai quand même beaucoup de centres d'intérêt et puis j'aime bien faire des événements exactement comme j'aime bien aussi m'asseoir chez moi et faire une présentation de marketing ou recherche et études de marché ou créer des collaborations ou après créer du contenu. Donc, c'est vraiment en fait, des projets très variés, mais j'aime tout et j'aime bien en fait la variété. Et je me suis toujours fait la réflexion que je devrais en choisir ou choisir quelques-uns et vraiment les poursuivre à fond. Mais j'ai toujours eu du mal à un peu en choisir quelques-uns. Donc, je me suis un peu dit que pour les premières années, je viens de me lancer en tant qu'indépendante il y a seulement 2 ans et demi, là, je crois. Donc, c'est quand même assez récent. Je me suis dit que pour les premières peut-être 5 années, ça va si c'est assez varié et que je vais trouver un peu quelle est ma voie, quel est mon trajectoire. Mais c'est vrai que dans un moment comme ça, en fait, ça m'aide énormément parce que tout ce qui est un peu consulting et, euh, et être embauché en tant que consultant pour les grandes entreprises, c'est ça qui, en fait, qui devient un peu plus difficile parce que les grandes entreprises, bah, c'est pas vraiment le moment de développer de nouveaux projets, quoi. Mais pour tout ce qui est événements en ligne, par exemple, je viens de mettre mon brunch club online, ça, je peux continuer. Et même, je vais bientôt lancer mon live coaching. Ça, je pourrais toujours le faire en ligne, etc. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, ça m'aide pas mal. Mais ce n'est pas nécessairement planifié. Tu parlais de positionnement de niche, ça m'amène justement à la question suivante. Je voulais te demander, puisque tu disais que ça faisait 2 ans et demi que tu étais sur ce marché, qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné pour toi? Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à te positionner sur un marché, donc celui du wellness, qu'on peut qualifier, je pense, de non pas saturé, mais quand même de très dense en 2020, avec en plus toutes les opportunités virtuelles, enfin les opportunités digitales de coaching à distance? Alors, en fait, quand j'étais à l'école hôtelière, j'étais pas très fan de comment puis-je dire ça? J'avais pas l'intention de rester en Suisse quand j'étais là hôtelière. J'ai grandi à Singapour, j'ai toujours grandi dans les grandes villes où ça bouge énormément. Et pour être honnête, je m'ennuyais un peu, j'avais l'impression que c'était un peu trop calme. Et j'avais vraiment juste envie, après mes 4 ans d'école hôtelière, de partir, aller à une grande ville loin. Quand j'étais petite, on déménageait très souvent.
Et j'ai toujours beaucoup bougé et vécu dans des endroits très internationaux, et cetera. Donc rester en Suisse, pour moi, était une décision assez difficile, mais je savais que c'est vraiment l'endroit où j'avais le plus d'opportunités. Donc à la base, je m'étais dit: «Si j'étais intelligente, j'emmènerais tout ce que j'ai vu dans le domaine du bien-être en Australie, à Londres, à Singapour, au Canada, et cetera, et j'emmènerais tout en Suisse parce que c'est quand même un marché qui commence tout juste, c'est quand même assez nouveau, c'est quand même assez petit. La Suisse, c'est quand même un petit pays. C'est assez facile à rencontrer les gens, je trouve, dans ce milieu-là parce que le milieu est assez petit. Et il y a beaucoup de connexions avec l'EHL et une grande communauté autour de l'EHL et des alumni, etc. aussi. Donc à la base, je m'étais dit, si j'étais intelligente, rester en Suisse, mais j'avais ce feeling, comme j'ai souvent, où après quelques années quelque part, j'ai juste envie de bouger, juste envie de voir autre chose. Mais je me suis un peu calmée et je me suis dit, OK, on va profiter à fond de ce qu'il y a en Suisse. Et en fait, ma vision de la Suisse a quand même beaucoup, beaucoup changé ces dernières années. Et j'ai commencé à, au lieu de regarder et dire qu'est-ce qui manque, comparant à d'autres grandes villes, j'ai commencé vraiment à me dire qu'est-ce qu'il y a ici qu'il n'y a pas autre part. Et quand j'ai commencé à me poser cette question-là, tout a un peu changé et voilà. Du coup, je suis restée et je crois que c'est vraiment ça qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée parce que j'avais les connexions de l'EHL et que c'est un petit marché qui commence tout juste. Au moment où je te posais cette question, je me disais en fait c'est une question pas du tout sympa. Je sais pas pourquoi je l'ai mise au milieu de tout ça. Parce que bon, évidemment, tu y as très bien répondu, mais d'une certaine façon, il y a des éléments très tangibles, très factuels, comme tu disais, les connexions, le réseau, l'état du marché, voilà, des opportunités. Mais d'un autre côté, ça demande aussi d'être assez objectif sur ses succès, ce qui n'est pas toujours facile parce qu'on a parfois tendance à se dévaloriser ou à se dire qu'il y a des facteurs externes qui ont joué. Donc bon, navré pour cette question, mais merci pour ta réponse. Et du coup, c'est une excellente transition puisque ça me mène au thème qu'on va aborder à présent, qui est celui du syndrome de l'imposteur, à travers ton vécu, tes expériences. Donc peut-être un point de définition pour celles et ceux qui nous écoutent. Le syndrome de l'imposteur, c'est en fait l'impression d'être une fraude, donc un usurpateur, on va dire, par exemple, dans un contexte comme celui du travail, de la vie de bureau. C'est un questionnement constant de sa légitimité, des doutes quotidiens, et puis surtout le sentiment qu'on est surestimé et qu'on va être rapidement démasqué. Donc, concrètement, c'est un peu un enfer du quotidien pour celles et ceux qui le vivent. Et Victoria, je voulais te demander, est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de ressentir ça? Je sais pas, par exemple dans le cas d'un projet ou d'un mandat qui t'était confié, est-ce que tu t'es dit, mon Dieu, je suis une fraude, on va me démasquer et je vais être ridiculisée? Ouais, c'est sûr. Bah, je me suis lancée en tant que consultante à 24 ans, donc je crois on peut avoir du mal à être consultante à 24 ans sans avoir l'impression d'être un imposteur. Donc, c'est sûr que oui. Euh, Souvent même, c'est sûr, plus au début que maintenant, mais quand même, et c'est quelque chose qui va et qui vient, quoi. C'est pas quelque chose qui est constant. Est-ce que par exemple, en tant que consultante, tu parlais tout à l'heure de plan marketing et de développement produit, voilà, ce genre de mission, est-ce que tu t'es déjà sentie anxieuse ou tu te disais que tu n'allais pas être à la hauteur de ce que, voilà, du mandat, enfin, de ce qui t'avait été confié, dans le sens, enfin, c'est t'échanges un service contre un salaire, enfin contre une rémunération, est-ce que tu te mets une pression par rapport à ça? Est-ce que tu as ressenti du stress à l'idée de ne pas pouvoir délivrer? Au contraire, tu étais plutôt confiante sur le résultat que tu allais fournir? Je suis assez consciente aussi que ce qu'on ressent, c'est souvent ce que les autres ressentent aussi. Donc, en fait, je suis rentrée, donc par exemple, mon premier gros contrat, mon premier gros mandat, je suis rentrée dans le bureau du CEO pour me proposer en tant que consultante quand j'avais aucun autre client et j'avais 24 ans, quoi. Mais je me suis vraiment préparée en faisant déjà une liste de toutes les raisons pour lesquelles je suis qualifiée pour ce travail, les raisons pour lesquelles je peux leur amener quelque chose. Et c'est vraiment quelque chose que j'essaie de répéter dans la tête. Et je me suis dit, ce feeling-là d'être imposteur, ça ne me sert pas à ce moment. Parce qu'il faut vraiment que, si je veux convaincre quelqu'un,
il faut que je me convainque moi-même en premier, quoi. Je me suis toujours dit, si tu crois pas en toi-même, personne va croire en toi. Donc, c'est toujours quelque chose que j'essaie de me répéter et voilà, et peut me convaincre de cette confiance. Mais c'est sûr que j'ai eu ce feeling, surtout pour certains mandats plus que d'autres. Mais, je crois que c'est normal et je crois que tout le monde le ressent. Et j'ai même écouté un podcast de quelqu'un qui disait que le CFO de Facebook a aussi le feeling d'être imposteur. Donc, Bon, ouf, on est sauvés. Ça nous laisse de belles perspectives. c'est ça, je crois qu'il y a vraiment tout le monde qui le ressent à un moment ou à un autre. C'est plutôt presque se convaincre autrement et apprendre à le faire. Mais c'est vrai, t'as raison. Au final, c'est apprendre à gérer son mental qui est au fond un faux discours intérieur qui peut être clairement une nuisance. Ouais, ouais. C'est super intéressant en fait cette liste que tu as faite avec tous les points qui démontrent pourquoi tu es qualifié pour le poste ou pour le mandat. Parce qu'en fait, quand je faisais un petit peu la recherche sur ce sujet, donc sur le thème du syndrome de l'imposteur, je me suis finalement demandé c'est quoi être légitime? Est-ce que justement c'est être qualifié dans le sens avoir les bons diplômes entre guillemets, qui viennent des bonnes écoles à nouveau entre guillemets? Est-ce que c'est avoir de l'expérience? Est-ce que c'est avoir de l'expérience qui est validée par les autres? C'est-à-dire est-ce que c'est la reconnaissance de ses pairs ou d'un réseau plus large? Est-ce que c'est tout ça être qualifié et donc être légitime? Ou alors c'est carrément autre chose, c'est plus que ça et c'est aussi une affaire de confiance en soi? Je crois que ça dépend et je crois que, disons, quelqu'un qui a tous les diplômes et qui peut vraiment pas se convaincre qu'il devrait en avoir plus, bah peut-être s'ils ont ce feeling-là, c'est parce qu'ils se disent, bah oui, peut-être j'ai tous les diplômes, mais j'ai pas l'expérience. Donc en fait, c'est facile quand on a ce feeling d'imposteur. Il y a toujours d'autres qui sont plus qualifiés que nous, que ça soit en diplôme, expérience, etc. Et on va toujours trouver les points sur lequel peut-être on n'a pas tout ce qu'il faut. Mais, mais c'est ça le truc, c'est que personne n'est parfaitement, entre guillemets, qualifié parce que, exactement, qu'est-ce que ça veut même dire être qualifié? Parce que, voilà, il y a tous ces côtés-là, il y a le diplôme, il y a l'expérience. Et aussi, il y a la confiance. Et je crois qu'on peut tous aussi reconnaître que à un moment ou à un autre, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose d'extraordinaire sans diplôme, sans expérience, sans rien. Et si eux, ils ont pu le faire, bah, pourquoi? Est-ce que c'est vraiment la confiance? Et comme je l'ai dit avant, je crois que quand on croit en soi, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile à convaincre les autres, quoi. Parce que tout d'un coup, quelqu'un va dire, bon, bah, elle a l'air d'être hyper confiante et dire qu'elle peut faire tout ça sans souci, bah, si elle croit ça, peut-être qu'il y a une raison, quoi. Exact, mais c'est complètement ça. Et ça me fait d'ailleurs penser à une phrase que je me répète assez souvent, c'est fake it until you make Mais it. c'est exactement ça. Et voilà, je pense que c'est ça, sans être menteur, enfin sans être un vrai usurpateur justement, je pense que on peut juste se convaincre, enfin avoir la confiance et se convaincre qu'on va être capable de délivrer le résultat souhaité et que peut-être ça va pas être incroyable, mais que néanmoins on va être capable de délivrer. Et c'est sûr qu'il y a certaines compétences qu'on peut pas inventer. Demain, je vais pas pouvoir me persuader que je suis capable de piloter un avion, pour dire une bêtise, mais néanmoins dans le périmètre, enfin dans le scope de compétences qui sont les tiennes, au fond, si tu te prouves que si tu te convaincs que t'es capable, tu peux le faire. Et je crois que c'est aussi la façon dont on se présente, même à des gens qu'on ne connaît pas. Donc, j'avais un pote qui essayait de devenir DJ. Ça, c'était quand j'étais genre à l'école. Et puis, il m'a dit un jour que il essaie vraiment de vivre ce fake it till you make it, comme tu as dit, et que chaque fois qu'il rencontre quelqu'un et qu'il demande qu'est-ce qu'il fait, il dit qu'il est DJ. Et c'est genre, il a commencé il y a une semaine, tu sais, il essaye un petit peu de voir s'il peut y arriver. Mais c'est pareil pour moi, quoi. À la base, je me suis dit, bon, je me suis enregistrée maintenant en tant que coach et consultant dans le milieu du bien-être. Quand les gens me demandent ce que je fais, bah, je vais dire ça. Parce que dans ma tête, quand les gens me demandent, bon, alors qu'est-ce que tu fais? J'ai un peu de ça. Mais en fait, c'est pas ça que je devrais dire, quoi. C'est vraiment se présenter aussi comme la personne que tu veux être et sur lequel tu travailles, quoi. Et pas peut-être exactement où tu es en ce moment.
Oui, peut-être effectivement, il n'y a pas besoin de révéler tout ce qu'il y a dans la tête, donc tous les doutes et tout le tourbillon de pensées incessant. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça au final, en fait, c'est du personal branding, enfin, c'est clairement du marketing à l'échelle personnelle. C'est-à-dire que tu as une vision, une mission, tu as tes objectifs et tu t'alignes avec ces objectifs et tu les présentes comme tels. Ouais, c'est ça. Je pense que tu as raison, il y a une grosse part d'affirmation de soi, en fait. Et si tu es assertif, tu convaincs les autres. Et je reviens sur tes activités. Quand on est victime du syndrome de l'imposteur, on a tendance à être très anxieux par rapport au regard de l'autre. On se demande comment une nouvelle activité va être perçue, comment son entourage, par exemple, va appréhender cette nouvelle activité. Et toi qui as lancé donc les brunch clubs et également les retraites à l'étranger il y a environ 1 an, comment tu te sentais par rapport à tout ça? Est-ce que tu as vécu aussi un peu ce syndrome de l'imposteur à ce moment-là? Est-ce que tu t'es dit oh, et si personne ne s'inscrit, qu'est-ce qui va se passer? Ou pendant une retraite, et si ce n'est pas à la hauteur des attentes, etc. Est-ce que tu avais ce genre de pensée ou tu étais au contraire plutôt confiante? Ouais, bah, c'est sûr que j'ai j'ai réfléchi, j'ai vraiment eu exactement ces questions-là qui m'ont rentré dans la tête. Pour être honnête, pour mon premier brunch club, j'ai un peu lancé ça en tant que test. Je vais essayer, je vais tenter. Si j'en fais qu'un, bah ok. J'ai un peu lancé ça en disant ok, c'est des événements mensuels, mais je me suis dit bon, si j'en fais un et personne vient, bah. Mais voilà, du coup, ça a bien marché. J'ai continué, mais c'était pareil pour ma retraite. Quand j'ai lancé ma retraite en ligne, je me suis dit mon Dieu, mais si personne vient. Après, pour cette retraite-là, j'étais un peu chanceuse, c'était ma première et j'avais pas nécessairement besoin de m'engager énormément financièrement. Donc ça a été. Et aussi pour le brunch club, j'ai pu m'engager sans trop mettre financièrement dedans, quoi. Donc au pire, si ça marchait pas, bah ça marchait pas. Et je m'étais toujours dit, faut tester, faut tenter le truc, on sait jamais. Si on tente pas, c'est sûr qu'on réussira jamais. Donc j'essaie toujours. Je suis quelqu'un qui a quand même beaucoup d'attentes sur moi-même en général. Et j'ai essayé surtout pour mon premier événement et ma première retraite, de me dire, ok, je ne mets pas de stress, pas de pression. Si ça marche pas et personne s'inscrit, c'est pas grave. Et puis voilà. Oui, c'est sûr. Des fois, il faut essayer de se mettre en tête qu'on fait du test and learn, mais c'est pas toujours évident selon le sujet et surtout selon les personnalités. Je rebondis sur ce que tu as dit avant, parce que tu parlais d'une retraite et tu as dit « j'étais très chanceuse », ce qui fait une excellente transition vers ma question suivante. Parce que quand on est victime du syndrome de l'imposteur, on a tendance à attribuer le succès en fait à des facteurs externes, que ce soit la chance, comme tu l'as mentionné, les circonstances, voilà, une opportunité, etc. Et donc, on a aussi tendance à dénigrer ses compétences. Donc c'est en fait, si j'ai réussi, c'est un malentendu. Et on dit souvent que c'est le complexe de l'usurpateur malgré les réussites objectives. Est-ce que toi, maintenant, vu le succès évident des brunch clubs et des retraites, tu es plus bienveillante avec toi-même et tu doutes moins? Ou ça n'a pas du tout changé ta perspective des choses? Ouais, c'est une très bonne question. Difficile aussi. Je dirais que ça va et ça vient. Ça dépend du jour, honnêtement. Je crois que chaque fois que je fais un événement brunch club, et là j'en ai fait quand même 8 événements physiques où j'ai réussi à tout vendre les billets et un événement en ligne. Et chaque fois quand ça commence et tout d'un coup je commence le cours de yoga, je marche vers l'avant de la salle et qu'il y a genre 30 personnes qui sont là, ça me fait quand même à chaque fois un choc en me disant mais mon Dieu, les gens sont vraiment venus. Genre, quand j'ai vendu les billets en ligne, c'était pas un bug, c'était pas genre ma mère qui en a acheté 30 pour me soulager. En fait, c'est vrai, c'est des vraies personnes qui ont acheté. Donc, ça me surprend à chaque fois. Euh, et ouais, et ça dépend du jour. Il y a des jours où je me dis, même au début, quand tu m'as demandé comment est-ce que je me suis lancée en tant que freelance, bah, je dis toujours qu'en fait, j'étais hyper chanceuse, que j'ai eu beaucoup d'opportunités qui sont venues vers moi la première année. Mais après, c'est vrai que voilà, il y a du travail derrière aussi. Donc, ça dépend du jour. Les jours où je me sens bien et confiante, je me dis ah génial, j'ai trop bien, j'ai trop bien géré. Comme tu as dit, c'est souvent un peu les gens pensent de la vie de freelance. Je sais pas, comme tu as dit, c'est vraiment les gens, ils pensent que voilà, c'est pas tout glamour, c'est pas tout ah ouais, trop bien.
j'ai pas de boss et je peux faire ce que je veux quand je veux, mais en fait, c'est compliqué aussi, quoi. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup aussi d'ailleurs sur ton compte Instagram, c'est toute cette dimension d'authenticité, le fait que tu sois très transparente en fait sur tes émotions et la façon dont tu vis les choses. Je trouve très bien que tu verbalises aussi ce qui va pas. Et quand t'es pas du tout aligné avec toi-même, avec tes objectifs, ou que t'es juste déçu, enfin que les choses ne vont pas comme tu veux, parce que je trouve que ça... Enfin, on disait avant que l'image de freelance était un peu idéalisée, fantasmée, et justement d'être très honnête, d'être très transparente, ça désacralise un petit peu tout ça et ça ramène à des choses plus humaines, plus transparentes, juste tout simplement. Et je pense que c'est ce qui fédère aussi ta communauté, c'est le fait que tu sois très authentique et très ouverte sur tout ce que tu ressens. Et surtout, il y a beaucoup de travail derrière, c'est pas que de la chance. Alors, c'est vrai, des fois, il y a des opportunités qui arrivent, il y a des rencontres qui se font, et c'est génial, mais c'est aussi parce que derrière, tu as travaillé et que tu as mis en place certaines choses, il y a un peu des briques qui se sont posées et qui finalement s'assemblent et qui font que les opportunités se créent, mais ça tombe pas du ciel en réalité, c'est juste le résultat de beaucoup de travail, beaucoup d'implication et de temps passé sur tes projets. C'est pas juste de la chance. Ouais. Et parce que je reçois souvent aussi des messages de gens qui me disent: «Ah mais c'est trop bien, t'es trop chanceux, j'aimerais trop me lancer en tant que freelance, machin». Et, bah, je réponds toujours: «Bah oui, si t'as ce feeling-là et que t'as envie, bah fais-le. Faire les projets que moi je veux, avec qui je veux, c'est génial». Mais, voilà, c'est sûr que c'est pas que ça, c'est pas tout parfait et c'est pas idéal. Et y a aucune solution idéale pour la vie, quoi. Ça monte, ça descend. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas. Et puis voilà. Pour revenir à ces aspects de bienveillance, je pense que tu as raison. Et des fois, il faut juste faire un point avec soi-même et se dire, ok, c'est incroyable. En fait, j'ai accompli tout ça et presque en faire la liste et reconnaître que c'est incroyable. Je pense qu'il faut être un peu indulgent avec soi-même et bienveillant comme on le pourrait être avec quelqu'un d'autre. Pour conclure sur ce sujet, puisque de nombreuses personnes vivent ce syndrome de l'imposteur, ça représente beaucoup d'inconfort psychologique puisque, on l'a dit, il y a de l'anxiété, il y a de la culpabilité, de la honte même parfois pour certaines personnes, donc c'est vraiment très pesant à vivre au quotidien. Est-ce que tu as des conseils à partager pour essayer d'atténuer tout ça, de réduire cette petite voix intérieure? Donc, je crois que c'est aussi, bah, premièrement, comprendre que c'est normal et que tout le monde a cette petite voix intérieure. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui aide vraiment. Comme j'avais dit avant, juste l'info que même le CFO de Facebook a ce feeling-là, pour moi, ça me soulage d'un côté en me disant, bon, c'est vraiment normal. C'est vraiment quelque chose qu'il faut. C'est pas, disons, il faut pas se dire qu'un jour on l'aura plus. C'est vraiment savoir à le contrôler et travailler avec et savoir, il y a des moments où en fait ça ne te sert pas. C'est sûr qu'il y a des moments en soi, en fait, ça sert d'un côté parce que ça nous laisse un peu la place de nous remettre en question. Mais c'est sûr que voilà, il y a quand même des moments où ça sert vraiment pas. Et pour ces moments-là, comme j'avais dit avant mon meeting, où j'avais du coup écrit une liste, toutes les raisons pour lesquelles je suis légitime et pour lequel je suis la bonne personne pour faire le travail pour lequel je vais être embauchée. Donc c'est toujours un peu refléter et se dire, voilà, c'est normal que j'ai ce feeling. Quelles sont les raisons pour lesquelles c'est vraiment qu'un sentiment et c'est pas la vérité en fait. Donc moi, ce que je fais souvent, c'est aussi des listes où j'écris un peu les raisons pour lesquelles je suis un peu fière de moi ou qu'est-ce que j'ai achevé récemment pour lequel je suis fière. Et vraiment, ces genres de réflexions-là, ça m'aide beaucoup. Et vraiment se dire, voilà, c'est un sentiment, c'est pas la vérité. Oui, c'est ramener à des choses factuelles et très tangibles et se convaincre, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, exact. On disait avant que c'était difficile de se projeter vu la période étrange qu'on vit en ce moment, mais je te pose quand même la question, est-ce que tu as des futurs projets que tu aimerais partager avec nous aujourd'hui? Je vais bientôt lancer mon programme de life coaching. Donc, je vais commencer avec des clients individuels. Donc ça, je vais avoir plus bien expliqué sur mon site une fois que j'ai passé ma certification, qui devrait se faire ce mois-ci, j'espère. Donc voilà, lancer le life coaching. Et puis, j'ai une retraite de planifier pour le mois de septembre, mais
À voir. Je ne sais pas si ça sera possible ou pas, j'espère, je croise tous mes doigts et mes doigts de pied aussi, mais ouais, ça, on n'est pas encore sûr. Mais autrement, j'ai aussi la retraite qui était au Portugal, où j'étais supposée être en ce moment-là, cette semaine. Elle a été déplacée à la 2e semaine de mai en 2021. Donc voilà, du 8 au 15 mai. Et pour conclure cet épisode, on parlait à l'instant de se projeter, mais à présent on va regarder un petit peu en arrière. Quel conseil tu aurais voulu te donner quand tu as commencé ton activité ? Je dirais de faire confiance à ton instinct. Je crois que souvent, on a toutes les réponses qu'on a besoin à l'intérieur de soi. On demande souvent conseil aux autres qu'en fait, on connaît les réponses et on sait ce qu'on veut entendre. Et souvent, la raison où on demande conseil, c'est parce qu'on veut que quelqu'un nous dise ce qu'on veut entendre, en fait. Mais souvent, on a les réponses à l'intérieur de soi et des fois, on ne sait pas trop. J'avais un feeling quand j'avais vers 20 ans que je pensais que je voulais peut-être me lancer en tant que freelance ou en tant qu'indépendante parce que je pensais que c'est quelque chose qui allait me convenir. Et je suis tellement contente que je l'ai fait. Et j'avais aussi ce feeling, par exemple, juste après avoir fini l'EHL, que je n'avais pas envie d'être employée tout de suite, même si j'avais l'intention de l'être. Je m'étais dit, non, je vais quand même prendre une année pour bien réfléchir. Et je suis tellement contente que j'ai fait ça aussi. J'avais le feeling que j'avais envie d'aller à Berlin pour pouvoir être près de mon copain et un peu de découvrir les opportunités ici et vraiment vivre une vie où je peux être en 2 villes et faire les allers-retours parce que je pensais que c'est quelque chose qui allait me plaire. Et je suis tellement contente que je l'ai fait. Donc, c'est vraiment tous ces petits feelings. On se dit, je ne sais pas si c'est logique. Si on a vraiment le feeling qu'on veut faire quelque chose, il faut le faire. Merci beaucoup pour ce très bon conseil. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Merci Victoria pour ta participation et pour ton partage d'expérience. Vous pouvez retrouver Victoria sur victoriasardin.com ainsi que sur le compte Instagram du même nom. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.